On est parti pour cette orale centrale, comme tu peux le remarquer déjà, par rapport aux oraux Minpon et XENS que je corrige d'habitude, celui-là est beaucoup plus long. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime moins les oraux centrales, c'est parce qu'ils sont vraiment longs. Par contre, bon, t'as le devoir d'être un peu plus autonome du coup, parce que tu es beaucoup plus aidé par l'énoncé que par l'examinateur du coup. Et du coup, je voulais quand même te présenter cet oral parce qu'il est sympa. On montre une caractérisation de la nilpotence qui est pas négligeable avec la question C et E. On a des petites applications en question D qui sont assez intéressantes. Et puis, les questions A et B, franchement, elles sont classiques et toujours intéressantes à traiter, même si elles sont assez simples. C'est quoi le setup du coup de ce petit exo qui est vraiment gourmand, hein. Il y a 5 questions, c'est beaucoup quoi. Pour un exo d'oral, c'est beaucoup. Donc on se place dans Mn2R muni du produit scalaire canonique. On prend A dans Mn2R et on note phi de A, le crochet de lit de A. Qu'est-ce que c'est le crochet de lit? En fait, ça, c'est ce qui permet de mesurer la commutation. Donc si ça, c'est égal à 0, A et M commute. Et autrement, en gros, plus ça, c'est petit, plus ça va commuter les deux. La première question, on nous demande de montrer une inégalité, enfin une égalité scalaire, ce qui va nous permettre de démontrer ça en utilisant la notion d'adjoint. La deuxième question, on utilise la question 1 pour démontrer donc du coup cette égalité d'ensemble pour démontrer une caractérisation d'être dans l'image de phi de A. Ensuite, on nous demande de démontrer que A est nilpotente. Ça implique que A appartient à l'image de phi de A. Évidemment, on pense à utiliser ceci directement. Puis on a une petite application rapide et ensuite on nous demande de montrer une réciproque de la question C. Réciproque qui a d'ailleurs déjà été corrigée sur cette chaîne, un exo min-pont d'algèbre. C'est un exercice classique d'algèbre, oral min-pont MP sur la chaîne. Tu peux regarder ça juste après si ce sujet t'intéresse. Du coup, on est parti. Alors, si je devais transformer cette orale en orale XENS, je pense que la question 1, elle resterait comme telle. La question B, elle sauterait peut-être. Donc, orale XENS, min-pont, où on a du coup beaucoup moins d'indications. La question B, elle sauterait certainement. Ensuite, la question D, bon, bah ça, c'est juste une application, elle va rester, je pense. Et la question C et E, je pense qu'elle fusionnerait pour donner une question un peu plus intéressante, un peu plus touffue, un peu gourmande, quoi. Bon, on est parti pour cet exo. Comme je vous l'ai dit, qui a bien mangé à la cantine, franchement, l'exo, il s'est fait plaisir, hein. On a pas mal de notions qui sont abordées. Après, bon, est-ce que c'est pour autant très compliqué? Pas nécessairement comme on va le voir. La première égalité, on voit que bon, c'est une égalité de traces si on note les définitions et qu'ici on a de la transposée. En fait, le seul truc qui va varier, c'est le A transposé ici. On va avoir du M transposé dans les deux cas, du M. On voit qu'on va pas avoir trop de soucis à l'avoir. Le seul truc qui peut être chiant, c'est que on va s'en mêler en qu'est-ce qu'il faut transposer, qu'est-ce qu'il faut pas transposer. En fait, on a beaucoup de liberté avec la trace, donc ça va peut-être être chaud à ce niveau-là. Ce que je te propose de faire dans ces cas-là, où tu as des trucs un peu compliqués à montrer comme ça, bah tu notes directement ce que tu veux montrer et tu restes concentré sur le plan de ce qu'il faut montrer, tu restes concentré sur l'objectif tout au long de ta démonstration. Et tu agis en fonction de ce que tu veux démontrer, comme toujours en maths. Donc là, je note bêtement et naïvement ce que je pourrais montrer et après je vais arranger ça. Donc en gros, on veut montrer cette égalité-là. La première chose qu'on peut voir, la presque erreur que j'ai faite, c'est de se dire, bon bah là je vais mettre le transposé sur le M, sauf que bon, la première chose qu'on peut se dire, c'est que le plus simple, c'est d'avoir euh, un A directement. On voudrait un A transposé, transformer le A transposé en A et le faire le plus rapidement possible parce que c'est le A qui va poser problème. On le voit bien, le M, on pourra le modifier. Et en plus, on a beaucoup plus de M que de A. Donc, intuitivement, on va se dire, bon, bah, on va mettre la transposition ici plutôt que là. C'est un choix personnel. On peut certainement le faire autrement. Mais intuitivement et personnellement, je trouve ça plus simple. Du coup, ça nous donne quoi? Si on réécrit le terme 2, ça fait la trace par linéarité de. Donc, ça, c'est ce qu'on se demande, hein. Par linéarité de la transposition, ça fait la trace de M transposé A moins A M transposé. Et tout ça fois M.
Et on va voir que tout va bien se goupiller parce qu'on peut déjà voir ici qu'il va y avoir une permutation qui va se faire et que ça va s'arranger. On va directement rentrer le M et développer ça séparé en deux. Et ça va nous donner trace de M transposé AM moins trace de AM transposé M. Ici, bon, bah, on est très heureux parce qu'on voit qu'ici, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre le M transposé à droite et bah, on peut totalement le faire grâce à ça. On voit qu'on peut faire des permutations circulaires. En particulier, on peut faire des permutations simples comme celle-ci. Et donc AM, M transposé, moins. Je vais directement le refactoriser. Donc ça va faire, ici évidemment, j'ai échangé les deux comme ça. J'ai mis le M devant. Ça fait M A M transposé en mettant ceci ici. Et en factorisant le M, on obtient bien ce qu'on veut. Pas de difficulté majeure sur la question 1. Évidemment, c'est le menu fretin, la petite entrée, la mise en bouche, avant que votre examinateur vous allume complètement. Donc, c'est important de bien la faire, surtout pour donner une bonne première impression, et de ne pas galérer comme un mongol dessus pendant 30 minutes. Ce qui peut arriver, hein, même à moi, ça m'arrive d'ailleurs souvent de galérer sur des petits trucs comme ça. Et le premier conseil que je peux donner, c'est d'écrire clairement les choses qu'on veut et d'agir de manière lucide, parce qu'ici, on peut se dire, ouais, c'est un truc trivial et tout, alors qu'en fait, on peut vite s'en mêler les pinceaux. Alors, la deuxième question, elle en découle directement. Donc ici, on a que phi de A étoile. Donc l'adjoint de phi de A, c'est égal à phi de A transposé par unicité de l'adjoint. Et donc, les propriétés de l'adjoint nous donnent directement que phi de A est égal à ker phi de A étoile. L'orthogonale de ker phi de A étoile, pardon. Et donc ça fait ker phi de A transposé, pardon, la transposition, je l'ai mis au mauvais endroit, ker phi de A transposé orthogonale. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Alors la question B, on nous demande une petite équivalence. Bon, l'équivalence qui n'est pas bien dure, hein. Là, on remarque, en fait, la seule chose qu'il faut noter pour l'équivalence, c'est si on a ça, en fait, une matrice qui commute avec A, c'est exactement une matrice qui appartient à ker phi de A. Et c'est globalement la seule chose qu'il faut montrer, qu'il faut noter pour cette équivalence. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu as A qui appartient à ker phi de A, bon, bah évidemment, en transposant, tu as M transposé de manière équivalente qui appartient à ker phi de A transposé. Et maintenant, on est très content parce qu'on s'est ramené à un truc on s'est ramené à des informations sur ker phi de A. Or, ker phi de A, c'est exactement égal, enfin l'orthogonale de ker phi de A, c'est exactement égal à l'image de phi de A, d'après la question précédente. Donc, si on prend B dans l'image de phi de A, alors on aura que B est orthogonal à ker phi de A transposé. Donc, ça par définition, ça veut dire que pour M transposé appartenant à ker phi de A, ça fait que B scalaire M transposé, ça fait 0. Ça, c'est équivalent à dire que la trace de B, M transposé, ça c'est la définition du produit scalaire. Ça qui est égal à la trace de BM, ça fait 0. On est très content, on a fini la question 2. Toujours aucune difficulté. Vous avez remarqué qu'on a bien raisonné en équivalence. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on a montré la caractérisation. On passe à la question C. Question C un peu plus subtile. Pourquoi? Il faut avoir peut-être un peu de culture. Et bon, sans la B, elle serait vraiment, vraiment dure. Et pour le coup, ici, elle reste abordable. Donc, question C, on nous demande de montrer si A est nilpotente, alors A appartient à l'image de phi de A. Évidemment, on a lu la question 2 avant et on ne va pas agir comme des sagouins. On va utiliser la caractérisation qui nous est donnée. Donc, on va montrer que si M appartient à ker phi de A, alors ça implique que trace de AM égale à 0.
Bon, bah ça pose encore une fois pas beaucoup de soucis. Si A est nilpotente, alors il existe P appartenant à N tel que AP est égal à 0. Ça, c'est équivalent. Enfin, et si, et en plus de ça, on a que si M appartient à ker phi de A, alors AM puissance P est égal à A puissance P, M puissance P. Donc ça va faire 0 d'après le point 1. Ça, en fait, c'est vrai pour tout cas appartenant à N, mais bon. Donc voilà, on a ceci, ce qui est très intéressant, puisque du coup, on a que AM est nilpotente. Et puisque AM est nilpotente, dans Mn de C, si on considère, bon, c'est des matrices réelles, mais on peut toujours les considérer à coefficient dans C. Et dans Mn de C, on a AM qui va être équivalente à une matrice triangulaire avec des zéros sur la diagonale. Et ça, c'est cool. Pourquoi c'est cool? Parce que du coup, on a que la trace de AM, c'est 0. Pourquoi? Parce que la trace d'une matrice réelle, c'est la somme des valeurs propres complexes avec leur multiplicité. Bon, bah ici, on voit qu'on n'a que 0 en valeur propre. Et donc ici, on va bien avoir la trace de AM qui est nulle. Donc, on est content à partir de ça, parce que du coup, on a montré que on a la deuxième caractérisation qui est validée, donc que A appartient bien à l'image de phi de A. Du coup, on va pouvoir facilement faire la question D. Pourquoi? Je vais la faire juste ici. Donc la D, elle nous demande quoi? Elle nous demande de montrer que si on a A nilpotente, on a une certaine M qui vérifie ça. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va naturellement prendre la M qui nous est donnée par la question C, à savoir donc A nilpotente, ça implique A appartient à l'image de phi de A. Ça, c'est équivalent à dire que il existe M appartenant à Mn de R tel que AM est égal à AM moins MA est égal à A. Ici, on va modifier un petit peu la chose. On va dire AM est égal à M A plus A. Hop, on factorise directement par A. M plus IN fois A. Nickel. Ce qu'on va faire maintenant, bon, on a une condition sur tous entiers K. Donc ça, j'ai oublié de préciser, c'est pour tout cas dans N. On a une précision sur tout entier K, donc ça fait A, M puissance K. En multipliant par M ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir M plus IN. Donc évidemment, on va faire une récurrence très rapide. Mais là, je vais juste intuiter vite fait ce qui se passe. Donc en multipliant par M, par exemple M carré, AM. Donc là, on a juste multiplié par M. On veut faire commuter les deux. Le prix de la commutation, c'est quoi? C'est A, ici. Donc ça va nous donner M plus IN facteur de MA plus A. Et donc, on va bien avoir M plus IN carré fois A. Pour passer du cas MK plus 1, c'est exactement la même chose. Donc, on va dire par récurrence. Donc, l'initialisation, c'est bon. Ensuite, donc l'initialisation, c'est soit pour k est égal à 0, une inégalité triviale, soit l'hypothèse, en fait. Pour l'hérédité, on va avoir un truc pas trop dur, normalement. En fait, ça va être le cas pour passer de 1 à 2. C'est juste qu'on va rajouter un cas. Donc, supposons pour un cas appartenant à n
K est égal à... Alors, ça, bon, bah, en multipliant par M, ça nous donne A MK plus 1 est égal à M plus IN K à M. Bon, bah, ici, le prix de la commutation, comme d'habitude, on avait dit que c'était A, ça reste A. Donc, ça fait M plus IN K M A plus A. On va factoriser par A ici, tranquillou. Ça nous donne évidemment que ça va nous ramener à un K plus 1 dans la puissance. Donc ça fait K plus 1 A. Et on a bien montré notre hypothèse au rang K plus 1. Enfin, on a bien montré ce qu'on voulait démontrer au rang K plus 1. Voilà, ça c'est une petite récurrence. Pas de souci encore. Et on a peut-être un truc un peu plus subtil juste après, avec l'exponentielle. Ce qu'on nous demande de montrer, c'est quoi? C'est pour z dans C qu'on a ceci. Bon, comment on peut faire ça? Ce qui est assez surprenant ici, c'est que on supprime les m en fait. Les m n'existent plus de l'autre côté de l'inégalité, et donc on peut comprendre ça de manière philosophique un peu, en disant que bon, bah, si A est nilpotente, entre guillemets, elle fait disparaître les matrices avec qui elle commute, quoi, quand on l'itère plusieurs fois. Ok, donc comment on peut comprendre ça? On peut dire que... comment on peut montrer ça, pardon? Comment on peut montrer ça? On peut dire que, bon, bah, on va écrire la définition de l'exponentielle. E de Zm, ça c'est égal à la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de zk mk sur k factoriel. C'est la définition de l'exponentielle, et c'est exactement celle qu'on va utiliser en disant que, bon, là, en multipliant par k, en multipliant par a ici, on va obtenir quoi de l'autre côté? On va obtenir ici en a e de moins zm. Le e de moins zm, on va le garder ici pour l'instant. Il ne nous pose aucun souci, donc ça fait e de moins zm. On va rentrer le a à l'intérieur. On va laisser le k comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que on a une pressante envie de transformer ceci. K allant de 0 à plus l'infini. Et donc, AM puissance K, ça fait quoi? Ici, E de moins Zm, il ne bouge pas. Somme pour K est égal à 0 à plus l'infini des Z puissance K sur K factoriel. Et donc, AM puissance K, ça devient M plus IN puissance K fois A. Ici, ça nous donne quoi? Ben, on reconnaît du coup l'exponentielle de E de Z puissance fois M plus IN. Et donc là, bon, bah, on est très content parce que du coup, ici, ça va simplifier avec le premier terme et ça va nous donner E de Z fois A. Voilà, donc on a un petit développement très sympa de E de moins Zm fois E de Zm, enfin, de cette expression-là, quoi. Et moi, je trouve ça assez sympa. Et le truc qui est assez surprenant, c'est que le M, il va tège, en fait. Le M, il va disparaître. Et ça, c'est fondamentalement lié à la preuve de la question E. Donc, si tu connais la preuve de la question E, qui est un classique d'algèbre, cette question pose pas de souci. Sinon, un peu plus bizarre. Tu peux te dire, elle est un peu contre-intuitive. En fait, non, pas tant que ça. Pourquoi? Bon, bah, on va voir du coup dans la question E. La question E, elle nous demande de montrer que si A appartient à l'image de phi de A, alors A est nilpotente. Ce qui va du coup achever l'exercice, cet exercice qui est vachement long. Donc vraiment, exercice qui a bien mangé à la cantine, quoi.
Donc si A appartient à l'image de phi de A est nilpotente. Donc ça, c'est équivalent à dire qu'il existe M appartenant à Mn de R tel que AM moins MA est égal à 1. Ça nous permet de dire quoi? Bon, ça c'est un peu une question injuste parce que elle favorise les personnes qui l'ont vu. Mais du coup, pour montrer que A est nilpotente, le truc à regarder, c'est les puissances de A. Si ici tu multiplies par A, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne A carré est égal à AM moins MA. Tac, on va développer, ça fait A carré M moins A MA. Ça fait A carré. Et donc, du coup, ça nous donne quoi? Ici, on va payer A pour pouvoir faire commuter ces deux gars. Donc, donc je rappelle qu'on paye A pour pouvoir faire commuter à chaque fois. Parce que A est dans l'image de phi de A. Et donc, ça fait M A plus A facteur de A. Et ça, c'est égal à A carré. En passant de l'autre côté, on obtient directement que A carré M moins MA carré est égal à 2A. Je ne vais pas faire la récurrence ici parce qu'elle est directe et elle fonctionne exactement de la même manière, mais tu trouves rapidement que AK M moins M AK est égal à K puissance AK. Et ça, c'est un extrême classique. C'est extrêmement classique. Tu peux le trouver dans beaucoup de sujets. Donc, j'ai déjà corrigé un sujet des mines où ça apparaissait. Et donc ça va nous permettre de montrer que A est nilpotente. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va poser une autre application, l'application phi, qui va du coup être l'application qui va être associée à M, phi de M, qui va de Mn de R dans Mn de R, et qui va être un peu similaire à l'application phi de A, mais qui va du coup être bien différente, et qui a B va associer BM moins MB. Donc en fait, c'est moins phi de M. Si tu notes ça comme ça, en fait, c'est moins phi de M. Phi psi de M. Ok. Du coup, si tu notes ça comme ça, bon, tu vois que phi de M est linéaire. Ça pose pas de souci. Et pour tout cas appartenant à N, tu as que phi de M est égal phi de M de AK est égal à K phi de AK AK. Si on avait A qui n'était pas nilpotente, on aurait que AK serait valeur propre pour n'importe quel cas dans N. Donc que phi de K aurait une infinité de valeurs propres, ce qui est absurde puisque Mn de R est de dimension N carré. Ça permet de conclure cet exercice qui est franchement gros.